Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Et selon la formule consacrée, bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Tshibao. Alors évidemment, je suis ravi de vous retrouver après 2 mois, 3 mois de sommeil pour une nouvelle saison de conférences. Alors si vous vous souvenez, on avait fini l'année dernière avec Larry Martin qui est dans la salle, conférence qui s'était montrée relativement atypique. Je crois qu'on sera un petit peu sur le même mode ce soir, ou presque. Nous recevons donc Wadewi Washetin, qui est le monsieur qui regarde l'horizon, et même, j'allais dire, au-delà de l'horizon. Vous comprendrez tout à l'heure ce qu'il entend par là. Et il sera question d'hybridité, qui visiblement est un mot qui a suscité quelques réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Incompréhension sur le fond et même incompréhension sur la forme. Vous verrez qu'il s'agit nullement d'un terme élitiste. À propos de réseaux sociaux, je voulais dire que c'est la première fois qu'une conférence est autant partagée, autant likée. Donc je ne sais pas si Wadewi a beaucoup d'amis, beaucoup de familles, mais en tout cas c'était assez impressionnant et sans commune mesure avec ce qu'on vit d'habitude. Et on a même eu des poètes de la toile, comme il en arrive parfois, où certains ont estimé, sans avoir vu la conférence, mais d'après le titre, que, je cite, ça allait être la foire à la saucisse. Donc, lourde responsabilité pour Wadewi ce soir. Il devra contredire cette personne qui peut-être est dans la salle ce soir et qui aura quelques questions à poser pendant les débats. En tout cas, cette conférence n'est pas la conférence de ce que l'on appelle communément les logs, ethnologues et anthropologues, sociologues, qui sont des personnes que j'aime beaucoup puisqu'on les fait intervenir souvent ici même. Non, c'est la conférence de quelqu'un qui se définit lui-même comme technicien en bâtiment, que moi j'aurais tendance à considérer comme un humaniste, et c'est aussi la raison pour laquelle sa parole m'intéresse. D'abord parce qu'il a été longtemps hors du territoire, qu'il a suivi un chemin universitaire, associatif, qui n'est pas inintéressant, peut-être qu'il vous en dira quelques mots tout à l'heure, et qui m'ont laissé penser que, bien que justement n'étant pas un log, il avait quand même une pierre à apporter dans des débats qui sont, j'allais dire, importants, voire nécessaires en Nouvelle-Calédonie. Donc, je le redis pour les nouveaux arrivants, cette conférence est évidemment enregistrée. Elle sera disponible sur notre site adck.nc dès demain, en écoute audio, et puis elle est également filmée par Calédonia, qui est là ce soir, mais ce sera diffusé à une date que je ne connais pas encore, puisqu'il y a énormément d'interventions en Nouvelle-Calédonie. Ils ne filment pas que les conférences du Centre culturel, donc ils ont un calendrier de diffusion qui leur est personnel. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous avez peut-être vu qu'il y avait une petite table avec de la documentation. Cette documentation, elle est issue de la médiathèque du Centre culturel, qui est là pour vous accueillir du mardi au dimanche de 9h à 17h. Je souhaite bien du courage à Wadewi, qui n'a aucun stress, ce qui me stresse moi-même d'ailleurs. Il va vous faire une conférence peut-être sur le mot de TEDx, je ne sais pas. En tout cas, je le remercie d'avoir accepté cette invitation. Je l'ai pris à la volée justement lors de la conférence de Larry Martin l'année dernière. Il a accepté fort gentiment de débuter la saison, qui n'est pas une place facile. Donc merci à toi, Wadewi, et puis rendez-vous tout à l'heure pour les débats. Alors bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier le Centre culturel Tshibao qui m'accueille au sein de sa case, qui me permet de pouvoir m'exprimer ce soir. Je voulais remercier aussi Manu, grâce à qui cet événement a pu avoir lieu finalement. Puis surtout, je le remercier assez spécifiquement, pas que lui d'ailleurs, mais Olivier, Larry, etc., qui m'ont toujours encouragé à prendre la parole et à partager certaines de mes réflexions. Voilà, au début, c'est vrai que je n'étais pas très emballé, parce que je n'aurais pas du tout la légitimité pour moi de prendre la parole en public, parce que voilà, c'était comme ça. Et puis finalement, je me suis laissé convaincre. Donc merci les frangins. Alors croyez-moi, ce n'est pas qu'un simple exercice de style que tout orateur se croit obligé de dire en début d'exposé, comme pour attirer les faveurs du public. Mais ça fait vraiment plaisir que vous soyez venus si nombreux, surtout que la majorité d'entre vous ne me connaissent pas.
en fait, à part quelques amis ou quelques membres de la famille que j'ai pu repérer, mais ils représentent quoi? Allez, 2%. Sinon, le reste, c'est pour ça que c'est un honneur pour moi. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Et puis surtout, j'espère que je serai aussi à la hauteur de votre sacrifice, enfin, le sacrifice de cette soirée, hein, parce que effectivement, vous aurez pu consacrer cette soirée à vaquer à vos occupations, aller boire un coup au bout du monde avec les amis, etc. Vous avez choisi de venir, donc merci beaucoup. Alors, juste avant de commencer, je voulais dire deux choses. La première, c'est pousser un coup de gueule. C'est essayer de démystifier un mythe qui consiste à croire que l'espace que j'occupe actuellement est confisqué par une certaine bourgeoisie intellectuelle. Voilà. Au prétexte que les mecs sont scientifiques ou une certaine autorité morale, etc. Auquel cas, ils auraient le monopole de la légitimité à la prise de parole. Non, moi aussi, je peux prendre la parole. Ce que je veux dire, c'est que tous les citoyens peuvent prendre la parole et partager leurs réflexions ici. Donc, en fait, j'ai rien contre ces gens-là, hein, parce que s'ils viennent, c'est parce qu'on les invite. Et donc, aussi, peut-être pour certains d'entre eux, dans le cadre de la restitution de leurs travaux, donc, ils viennent, mais je veux dire, ce serait intéressant aussi d'entendre un peu plus aussi les réflexions des citoyens, surtout dans cette salle-ci. Hein. Voilà, c'était juste la première chose que je voulais dire. Et puis, la deuxième chose, c'est ce soir, on se détend, parce que ma conférence, c'est vrai que quand on regarde le titre, on aurait pu supposer, penser, que l'analyse pourrait avoir une connotation scientifique. En fait, non. Moi, je ne suis pas scientifique. Ce que je vais faire, c'est juste restituer, comment dire, quelques tranches de vie. Voilà. Quelques expériences que j'ai vécues en métropole. En gros, c'est que je ne suis pas un sujet qu'on va faire interroger et faire parler. Non, le sujet prend la parole. Voilà. Et je vais dire ce que j'ai envie de dire, les quelques expériences que j'ai pu partager, et puis certaines des réflexions qui sont issues justement de ces expériences. Voilà. C'est juste entrer en matière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Badiou Wachetine, originaire de Marais. J'ai fait une formation en ingénierie, génie civil, technique de construction au CNAM à Toulouse. Et puis, je suis resté aussi en France très longtemps, 17 ans. Voilà. Je suis arrivé l'année dernière, janvier. Et c'est pour ça que j'ai un parcours un petit peu atypique. Je tiens juste à préciser que j'ai fait la formation d'ingénieur, mais il me manque 2 modules pour être ingénieur. Il faut que je retourne en métropole pour valider ces 2 modules. Parce que sur la conférence, il est marqué ingénieur. Non, je ne le suis pas. Je préfère préciser ce petit détail, mais qui est quand même important. Voilà. Et hybridité. Alors, beaucoup de gens, Manu il a signalé ce petit détail, il m'a dit, attention, ça a suscité beaucoup d'échanges musclés sur les réseaux sociaux. Pourquoi on ne parle pas plutôt de métissage? Ou pourquoi on ne parle pas de café au lait, ou etc. J'ai choisi consciemment hybridité parce que j'ai regardé la définition. Le moment hybridité, c'est le croisement de 2 espèces différentes. Comme si on croise par exemple un chien et un loup. Voilà. Alors que métissage, la même race. Chihuahua et Bulldog par exemple, parce que c'est les chiens. Ça ne croise pas avec les autres. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pars du principe que, issu d'une civilisation kanak, je n'avais rien à voir avec la civilisation européenne, dans laquelle je vivais, là-bas en France. C'est pour ça que j'ai choisi, c'est juste pour ce détail-là. Mais comme je vous ai dit, comme je ne suis pas de tradition scientifique, je ne suis pas en mesure de donner une définition précise, pertinente, etc. Non, ce soir, on se détend. Je ne vais pas être long dans mon exposé, parce que je préférais privilégier surtout les échanges avec le public. Parce qu'il y a certainement plus de choses à dire et intéressantes à dire pendant les échanges que pendant la conférence. Je vais juste donner quelques éléments sur la base desquels après on peut rebondir après pendant les échanges. Voilà. Alors, assez sobre aussi, mon PowerPoint. Hybridité culturelle, voilà mon plan. Ça commence évidemment par le dépaysement. Ensuite, grâce au dépaysement que j'ai vécu en métropole, évidemment, il y a eu beaucoup de chocs, de coups que j'ai dû prendre, mais qui m'a fait finalement changer certaines de mes concepts, interroger certaines de mes convictions les plus profondes, des postulats, etc. Et après, il a fallu quand même rentrer dans un processus de réhabilitation de ma propre personnalité, je dirais même de ma propre identité. Pas identité en ton sens kanak, culturel des choses, identité dans la chose, comment dire, de la personnalité, de la façon de concevoir les choses, etc. Je parle dans ce sens-là. Hein.
Et après, j'ai cherché, évidemment, une fois que je me suis constitué toutes ces plus-values, je me suis dit comment je peux mettre à contribution à la communauté. Aussi simple que ça. Alors, dépaysement, le choc culturel. Évidemment, ça commençait avec mon départ en métropole. C'était la rupture avec la cellule familiale. Le petit détail, c'est que c'est moi qui ai choisi d'aller en métropole. Je n'ai pas subi le choix d'aller en métropole où on m'a pas un peu, comment dire, je ne me suis pas retrouvé par circonstance. J'ai choisi d'y aller. Et c'est important ce petit détail parce que je vais m'en servir comme carburant pour construire tout mon trajet en métropole. Je ne savais pas que ça allait durer 17 ans. Au départ, j'étais parti pour 3 ans, 4 ans. Et voilà. Et donc, quand je suis parti, donc évidemment, en métropole, quand tu quittes ton pays, ici, tu es au centre du dispositif. Ici, c'est toi le beau gosse. Ici, tu es au Champions League, hein, Juventus, Barça, etc. Quand tu quittes ton pays pour aller en France, là-bas, tu es au CFA2. En dessous, c'est pétanque. Hein. Tu n'as rien, tu n'es personne. Tu es tout seul dans la galère. Voilà, c'est ça le truc. Mais évidemment, quand tu arrives là-bas, la première sensation, c'est une sensation de liberté. Ben oui, parce qu'il n'y a plus personne pour te fliquer, ou etc. Donc, tu arrives, tu découvres les trucs. Tu es séduit aussi par les prix. C'est pas vrai ce que je dis. Parce que quand tu arrives avec la bourse, tu as la bourse, et puis tu as les primes de premier équipement. Autrement dit, tu as plein de sous sur ton compte. Alors évidemment, quand tu arrives, le premier truc que tu fais, c'est acheter les choses que tu ne peux pas t'acheter ici. Godas, Parka, etc. Et le problème, c'est qu'à la fin du mois, découvert, tu as le banquier qui appelle, M. Hachetine. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est votre banquier. Oui, je vous appelle parce que oui, vous êtes bien sur un messager vocal de Radio Hachetine. Non, M. Hachetine, je sais que c'est vous. En fait, c'est juste pour dire que c'est une première bisoutage. Tu arrives, tu découvres ça. Et puis tu découvres aussi la France profonde, la France superficielle. En fait, tu découvres la France en général. Par exemple, tu découvres que la France, il râle tout le temps. Quand tu pars avec cette image ici, au départ, tu ne croyais pas. Tu dis, ouais, peut-être que... Et là, tu te vois, j'ai vu de mes yeux vus. Les mecs qui sont tout le temps en train de faire la grève, ils râlent tout le temps. Mais c'est comme ça. Et puis, tu découvres aussi que les Français, c'est un mec, il est chiant, quoi. Il est tout le temps en train de questionner. Quand il demande une information, il ne te lâche pas tant qu'il n'a pas eu cette information. C'est comme ça. Donc, évidemment, ça fait partie des petits chocs. Et puis, sans compter les chocs, je veux dire, racisme, etc. Ça fait partie. Mais comme je vous disais, quand je suis parti du pays pour aller là-bas, j'ai été parti avec cette idée que je vais arriver en France. Comme c'est moi qui ai choisi d'aller en France, finalement, toutes les difficultés, petites ou grandes, que j'allais rencontrer, j'allais tous les assumer. Autrement dit, y compris l'histoire de racisme, etc., c'est pas grave. Moi, je n'étais pas frustré par rapport à ça, parce que je savais à quoi je m'étais confronté. Et puis, tu découvres, par exemple, aussi des petites habitudes. Par exemple, j'ai découvert, à ma désagréable surprise, qu'il ne faut jamais demander à une femme son poids ni son âge. Et au départ, moi, je croyais, parce qu'ici, chez nous, c'était décomplexé. Je ne sais pas, on joue en plus avec les frangines là, qui sont dans la salle. Là. Des fois, on leur dit oui, mais arrête de manger McDo, tu vas grossir, va courir, etc. Voilà. Et en France, tu ne peux pas faire ça. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on était toute la bande de l'IUT. On était sur la table, au restaurant universitaire, là. On était de part et d'autre de la table. Et en face de moi, il y avait une fille. Alors, on discutait, tranquille. Et puis, vu que la conversation était bien lancée, j'ai eu le malheur de lui poser cette question-là. Tu pèses combien? Alors, elle m'a regardé bizarre. Elle m'a regardé fixement, genre 5-6 secondes. Ben, voilà. Elle a secoué la tête, puis elle a continué à manger. Bon, moi, j'étais un petit peu choqué. Et choqué, mais vexé, parce qu'elle n'a pas répondu à la question. Alors, j'insiste. Le problème, c'est qu'au lieu de reposer la question, je me suis amusé à donner son poids. J'ai dit, mais de toute façon, tu dois peser 75, 76 kilos. En fait, elle faisait que 60 kilos. Bon. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posé sa cuillère, enfin sa fourchette, elle a levé les yeux, elle m'a regardé fixement, mais méchant, hein, méchant. Et le pire, c'est que ce n'était pas que elle. Les deux filles qui étaient à côté, elles ils m'ont regardé aussi. Et puis tous les mecs, mes copains qui étaient sur le côté, là, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça. J'ai dit, bon, là, il s'est passé un truc, j'ai rien compris. Mais j'ai dit, il s'est passé un truc. Et j'ai un copain qui est là, il aime bien traîner avec nous. Quand j'ai dit nous, c'est la bande des... Nous, on est la bande des Outre-mer dans la classe de l'IUT. Et on était 5. Hein. Et lui, il nous dit, il fait discrètement, il fait le coup d'épaule comme ça, il me dit, écoute, c'est pas très courtois de demander le poids à une femme, et ni son âge aussi. Voilà, je découvre ça comme ça. Ce sont des petits
comment dire, des petites expériences qui vont me permettre d'essayer de comprendre un peu plus la société française. Et du coup, moi, avec cette expérience-là, à partir de cette expérience-là, moi, quand j'étais venu de Calédonie, je m'étais inscrit dans une démarche, la démarche d'aller rencontrer l'autre. Oui, ok, il est différent de moi, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de comprendre comment ils éduquent les enfants, comment ils voient les choses, etc. Alors, cette expérience m'a fait reculer, parce que je me suis dit que, alors que j'ai posé une question anodine, ben, si elle a été choquée, ça veut dire qu'il se pourrait que pendant mes échanges avec les gens, j'ai dû choquer les gens, croyant être naturel, finalement, peut-être que... Et du coup, ça m'a fait reculer, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Du coup, j'étais sorti du cadre de ma motivation, la motivation de rencontrer les gens. Et je n'arrivais plus à me reconnecter avec cette motivation. Il fallait trouver un petit truc. Mais je n'arrivais pas parce que j'étais torturé avec ça. Bon. Et puis un jour, c'était toujours avec la petite bande de l'IUT, on prend la décision de sortir en boîte. Et puis, il nous dit, et la boîte, comme elle se trouve à l'extérieur de la ville, il se trouvait que justement, une des filles, d'ailleurs c'est la même, elle habitait pas loin de la boîte. Et elle dit, bah, écoutez, prenez ce qu'il y a de quoi pour faire l'apéro. Vous venez à la maison, on se met en condition et après on part en boîte. C'est ce qu'on fait, on arrive chez elle, on prend l'apéro tranquille et il se trouve que je n'avais pas de verre. Et là, je lui demande, excuse-moi, mais où est-ce que je peux trouver les verres? Puis il dit, dans le placard là-bas. On va dans le placard, moi j'ouvre le placard et là, choc. Parce que dans le placard, de là-haut jusqu'en bas, c'était la pharmacie. Sa pharmacie à elle. Mais je ne comprenais pas. Oui, il y avait tout des tas de médicaments, de comprimés, les pansements, les bandes, le mercurochrome, les ciseaux, les scalpels, enfin pratiquement tout, quoi. Et parce que moi, je pars du... Parce que, pourquoi j'étais choqué? Je pars du principe qu'à la tribu, une boîte de Doliprane, c'est pour toute la tribu. Et là, et puis moi, je la regarde et je lui dis, mais tout ça là, c'est à toi? Elle me dit, ouais, c'est à moi. Et puis je pose la question, mais t'es pharmacienne? Ben, je dis, parce que pharmacienne, dans le sens, est-ce que tu vends tes trucs dans l'immeuble ou pas? Et puis elle me dit, non, c'est à moi. Et les mecs qui étaient avec elle, ils rigolent, mais moi je ne comprenais pas. Je dis, ils rigolent, ils sont timbrés, ces mecs. Et puis je continue, et puis j'ouvre le deuxième placard, c'est produit de beauté, de là-haut jusqu'en bas. Là, je me retourne, elle fait, oui, c'est à moi, aussi. OK. Et puis, j'ouvre le troisième, tu sais, les produits amincissants, là, de régime, etc. Là, j'ai dit, OK, et elle croyait que j'allais être choqué comme pour les deux premières, là. Et en fait, j'ai souri. Et puis elle vient comme ça, elle dit, mais pourquoi tu as souri? J'ai souri parce qu'en fait, il y a 2 jours, j'ai découvert un humoriste français. Il a fait un sketch. Et puis je te raconte. En fait, c'est Gilles Détroit. Je ne sais pas si vous connaissez. Gilles Détroit, il fait un sketch. Alors, Gilles Détroit, il rentre sur la scène comme ça. Voilà. Avec un sac à main de sa femme. Il vient, il pose sur la table, il dit, ça c'est le sac à main de ma femme, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va découvrir ensemble. Et il dit, alors il plonge la main dans le sac, il sort le premier produit, Slim Fast. Et il dit, alors moi je ne sais pas du tout ce que c'est le produit, je sais que c'est un produit de régime, etc., mais je ne sais pas. Et je me souviens qu'un copain me disait que la particularité de ce produit, c'est qu'il a la capacité de te brûler la graisse de l'intérieur. OK, puis il a dit, bon, je ne sais pas s'il est efficace ce produit, mais il n'a rien fait à ma femme. Hein. Il pose le produit, il replonge sa main dans le sac, il ressort Total Minceur. Et là, il commence à lire le produit, Total Minceur. Alors, potassium 1,3%, magnésium 2,7%, chrome, total général 10,7%. Là, il regarde la salle et il fait... alors, pour ceux qui n'ont pas été loin à l'école comme moi, je rappelle qu'un total normal, c'est 100%. Avec Total Minceur, même le total minci. Et puis il fait comme ça, il pose tiens, alors, je me souviens qu'un copain il me disait aussi sur la définition de ce produit, c'est qu'il a la capacité de te brûler la graisse de l'extérieur. OK, il pose le produit et il fait... Alors le docteur, il a été clair sur l'utilisation de ces 2 produits. Il a dit... c'est soit Total Minceur, soit Slim Fast. Parce que moi, j'ai une amie, il a fait les 2.
Elle a disparu. Du coup, moi je lui raconte, ça l'a fait marrer. Et ce petit truc-là, finalement, ça m'a réconcilié avec elle. Et par extension, réconcilié finalement avec la motivation. Parce que le premier outil là, qui m'a permis d'aller vers l'autre, c'était l'humour. Je ne pensais pas qu'il avait une puissance, ce truc. Parce que l'humour, finalement, ça m'a permis de dédiaboliser l'autre. De démystifier un mythe que je me suis fabriqué sur l'autre. Donc finalement, ben, je suis allé. Et à chaque fois quand je vais buter, parce que vous savez qu'il y a des clichés un petit peu particuliers, oui, mais tu vois, le racisme est décomplexé en France. C'est quotidien. Genre, mais chez toi, là-bas en Calédonie, vous avez Internet, vous, etc. Et comme moi, je ne pouvais pas retourner justement son cynisme contre lui en utilisant l'accent marais de Nengoné, alors ce que je fais, c'est que systématiquement, je prenais l'accent africain. Et vraiment, je suis déçu, quoi. Comment toi-même, tu ne mets pas vraiment... Eh ben voilà, à chaque fois, c'était pour décomplexer, ça me permettait justement d'aller en contact de l'autre. Et ça a été le premier. Le deuxième point qui m'a permis de continuer à aller vers l'autre, c'était les clichés. Parce que les clichés, en gros, ça traduit un tout petit peu les habitudes culturelles. Et ça donnait d'ailleurs une réputation. Par exemple, on dit, il râle tout le temps, c'est normal, c'est un Français. Et chacun sait qu'un Français, ça râle tout le temps. Dans son pays, en dehors de son pays. Ça, en France, hein. Il vole tout le temps, c'est normal, c'est un Arabe. Il est tout le temps en retard, c'est normal, c'est un Noir. C'est des clichés comme ça. Mais il ne fallait pas comprendre les clichés. En soi, c'était la logique des clichés qu'il fallait comprendre. Pourquoi? Parce que la logique des clichés, ce sont les gens qui te positionnent dans les catégories. Et ils te positionnent en fonction d'eux. Et quand tu comprends ça, puis tu comprends, ah ouais, d'accord, ok. Alors, une fois que tu commences à comprendre comment fonctionne ton environnement, le problème, c'est que comme tu n'es pas justement chez toi, tu n'as pas d'ancrage. Et du coup, tu essaies d'évoluer tant bien que mal. Je disais à mes parents, quand j'ai quitté le pays pour arriver en France, le seul héritage que j'ai de vous, à part l'héritage génétique ou culturel, j'avais les paroles. Je n'avais que vos paroles. Mais je ne savais pas comment il fallait appliquer ces paroles là-bas dans un autre cadre géographique, culturel, etc., qui est différent du mien. Parce que je pars du principe que les paroles avec lesquelles on m'a éduqué, je pouvais les appliquer ici, mais pas là-bas. Et du coup, voilà. Et je lui ai dit, c'était encore plus difficile, parce que surtout quand tu es dans un pays que tu ne connais pas, tu essaies de faire. Ça, c'est les difficultés qui m'ont permis finalement de me remettre en cause. Parce que là, tu te dis, mon gars, tu n'es plus dans ton pays, il faut acter ça. Je dis, ah oui, d'accord, ok. Mais malgré les efforts que j'allais vers l'autre, et on faisait justement des discussions, il n'y avait pas de souci, on faisait des échanges, etc. Mais il y avait un truc pour moi qui m'empêchait d'aller plus loin dans les échanges. Et je me frustrais par rapport à ça. J'ai dit, ouais, de toute façon, ce mec-là, j'ai changé avec lui, c'est bon, ça allait, mais puis après, je ne comprends pas pourquoi il se frustre, pourquoi il se bloque sur ça ou ça, alors qu'il n'y avait pas de quoi. Mais il est nul, ce mec. Du coup, je lui en voulais à lui, je le voulais à l'autre, je le voulais carrément à toute la France, etc. Mais c'est une erreur, parce qu'au final, c'était moi d'abord le problème. En réalité, c'était pas moi le problème en soi, c'était ma perception des choses. Ma perception était fausse. Voilà. Et ce qui m'a permis justement de rentrer, c'est la deuxième partie, où là, je vais rentrer justement dans le processus d'hybridation. Ce qui m'a permis vraiment de rentrer, ce sont les échecs. Parce que j'ai subi beaucoup d'échecs. Voilà. Je ne savais pas que les échecs avaient une vertu. Tu sais, quand tu subis le premier échec, mais vraiment les échecs significatifs, ta fierté, ton orgueil t'interdisent de reconnaître ça. Allez, tu te dis, non, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Non, moi, je suis trop beau gosse, je peux pas échouer, c'est pas possible. C'est un accident de parcours comme ça, mais ça peut pas être un échec. Non, moi, je suis Superman, je suis Iron Man, je suis tout ce que vous voulez, mais je sais pas. Tu subis le deuxième échec. Ok, tu es toujours Superman, mais tu n'es plus Iron Man. Tu subis le troisième échec. Dans ta tête, tu es toujours Superman, mais tu as perdu le costume. Tu subis le quatrième échec. Là, Superman, il a Pôle emploi tout nu. Ce que je veux dire, c'est que au départ, tu refuses. Et puis après, tu
tu acceptes finalement un peu contre ton gré. Et le pire, c'est que, enfin le pire, ce qui m'a vraiment fait réjouir, c'est que quand j'étais au fond du trou, quand on est, je veux dire, quand on est au départ, on était avec tous les copains, on était une fraternité, on est tranquille, etc. Quand je réussissais, c'est le groupe qui s'accaparait de la réussite. Quand tu subis un échec, tu es tout seul. Et c'était difficile parce que quand tu subis une succession comme ça d'échecs, tu es tout seul. Et là, tu es au fond du trou. Presque j'étais au fond de moi-même, je veux dire, dans les profondeurs abyssales de mon être intérieur, j'étais tout seul au fond du trou, noir. Alors je marche à tâtons. Je ne sais pas, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Ce n'est pas normal que, au fond du trou, tu es dans le noir, et puis comme ça, au bout de quelques semaines, où tu erres comme ça, dans les galeries, tu vois quelque chose là-bas qui brille. Tu te dis, de toute façon, foutu pour foutu, je vais y aller quand même. Et puis si c'est l'enfer là-bas, ben, je tomberai. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, sinon mourir? De toute façon, moi j'y vais. Allez. Tu vas là-bas, tu arrives devant une porte bien éclairée, tu rentres dedans, et là tu découvres des compartiments. Et dans le compartiment, tu as des écriteaux. Premier compartiment, capacité à rebondir des échecs. Capacité à se poser la bonne question. Capacité à capacité. Il y a une voix en off qui me dit, tu vois, tout ça, ce sont tes capacités. Et je ne comprenais pas, je dis, mais comme c'est oui, parce qu'en fait, il a fallu d'abord que tu passes par les échecs pour comprendre que tu avais ça là. C'est à partir de là où j'ai compris qu'en réalité, tout ce que je suis, ma personnalité, ma perception des choses, je l'ai construit sur la base du regard de l'autre. C'était l'autre qui dictait tout ce que je devais faire. Et je me suis construit comme ça. Ça, là, cette expérience m'a fait prendre conscience qu'il faut que tu changes le curseur. Ce n'est plus l'autre là-bas qui va commander, ça va être toi. Ça, c'est le premier processus qui m'a fait comprendre certaines choses. Parce qu'au départ, quand tu subissais le premier échec, le réflexe normal, c'est de courir pour chercher quelque chose pour te calmer. Quoi. Voilà, les remèdes, les médicaments, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Tu cours, tu cherches les trucs, tu apportes, tu essaies de... Ok, ça marche un moment, et puis ça disparaît. Du coup, tu continues, tu es tout le temps en train de courir. Et puis, je suis tombé sur comment ça s'appelle, Elie Wiesel. C'est un philosophe d'origine juive et américaine. Il disait, quand j'étais petit, ma mère, il me disait souvent, est-ce que tu as bien répondu, mais est-ce que tu as posé la bonne question? Il ne me demandait jamais, est-ce que tu as bien répondu, mais plutôt, est-ce que tu as posé la bonne question? Je n'avais pas compris. J'ai dit, mais voilà, en fait, c'est ça la réponse. Se poser la bonne question, ça a été la première étape. Parce que le problème, c'est que moi, je pars du principe, je suis malade, donc je prends les cachets. Mais je ne savais pas quel cachet prendre. Donc, je les prenais tous. Il me dit, mais pourquoi tu ne réfléchis pas d'abord à ta maladie pour que tu puisses chercher le cachet qui va pour guérir ta maladie? Ah oui, d'accord. Ben, ça, c'était la première prise de conscience. Se poser la bonne question. Et cette poser la bonne question t'amène après à la table suivante. La manière de poser la question change la réponse. Je reprends l'expression de Michel Godet qui disait « La manière de poser la question change la réponse, c'est comme si vous demandez à votre prêtre « Est-ce que je peux fumer quand je prie ?» Il va vous dire non. Mais si jamais « Est-ce que je peux prier quand je fume ?» Il va vous dire oui. En réalité, c'est la même chose. C'est juste la façon de poser la question, il change la réponse. Ça, ce truc-là, j'ai capté à ce moment-là, et je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est ça la clé. » C'est la perception, ma perception de l'autre qui était fausse. Pourquoi? Parce que lui qui était en face, je lui en voulais parce qu'il ne voulait pas me comprendre. Mais en réalité, lui, il ne peut pas changer. Tu ne peux rien. Ni le monde, d'ailleurs. Tu ne peux rien changer. Mais par contre, comment toi, tu vas te positionner par rapport au monde? Et ça, c'est différent. Et là, ça a été un petit peu la clé parce qu'à partir de ce moment-là, je suis rentré justement dans ce processus de réhabilitation. C'est-à-dire qu'il a fallu que je change les socles, certains socles référentiels sur la base desquels moi j'ai fondé ma personnalité. Tout ça, ça a été fissuré évidemment avec les échecs. Il a fallu que je change maintenant une nouvelle référence, regarder l'autre différemment, etc. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il fallait commencer par là pour pouvoir, comprendre l'autre. Quand je parlais justement d'hybridité, moi j'ai vu ça comme ça. Parce qu'à chaque fois, j'étais obligé de créer une part française en moi, parce qu'il va falloir que je la sollicite constamment.
Parce que comme je vais évoluer avec quelqu'un dont je ne connais pas du tout, il faut que je l'interroge, lui, mais il faut que je l'interroge sur la base de mes références à moi, des références à lui. Et donc voilà, c'est comme ça après que j'ai commencé à rentrer dans des questions, c'est ça, sur la personnalité, comment je dois voir l'autre, comment je dois changer le regard sur l'autre, même si l'autre ne veut pas me comprendre, c'est pas grave, il faut quand même y aller. Et tout ça, quand tu as, constitué une part de toi-même, tu comprends certaines choses. Grosso modo, ça veut dire que j'ai compris que en France, les parents, par exemple, ils travaillent dur pour que les enfants réussissent mieux qu'eux. C'est la logique, le principe du « tu feras mieux ou plus que ton père ». Or, chez moi, c'est la civilisation kanak, je vais simplifier, c'est « tu feras comme ton père ». Et ça a été une des clés qui m'a permis de comprendre, en fait, qu'il y a deux ordres civilisationnels et que moi, je suis en train de jongler entre les deux. L'histoire, justement, de faire comme ton père, et ça, c'était un des parents qui m'avait dit ça, qui a été confirmé, qui me disait, tu vois, nous, on travaille dur pour que les enfants réussissent mieux que nous, parce que nous, on part du principe que l'émancipation, le potentiel sur l'émancipation de la société de demain, c'est l'enfant qui le porte. C'est pour ça qu'on travaille dur pour que l'enfant réussisse et porte justement cette émancipation-là. Alors que nous, dans la société traditionnelle, nous, on part du principe que celui qui est détenteur justement de tous les savoirs, qui a fabriqué, qui a construit la société, c'est surtout l'ancêtre. C'est pour ça qu'il y a le principe, pour moi, je simplifie aussi, le principe de l'enfant roi et le principe de l'ancêtre roi. C'est une histoire de curseur aussi temporel. Nous, on commence dans le passé, on finit au présent. Alors que là-bas, c'est plutôt on commence du présent, on se projette tout le temps dans le futur. C'est pour ça que la notion d'initiative est très importante. Moi, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que, quand j'étais petit, je n'avais pas forcément l'initiative de prendre... Je suis toujours en train de suivre la communauté. Et parce que la logique, justement, de faire comme ton père, moi, j'ai compris que c'est comme si on t'amputait du sens d'initiative. C'était ça que j'avais compris. Et que, forcément, à chaque fois... Et ça confirmait. Ça a expliqué certaines de mes attitudes. Quand j'étais au collège, quand il y avait le conseiller d'orientation qui arrivait, à chaque fois, il dit, voilà, les filières que vous pouvez faire après le collège, vous allez faire lycée, après vous allez faire DUT, BTS, ou je ne sais pas. Et à chaque fois, il fait toujours un tour de table. Il demande aux élèves, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Alors l'autre, oui, moi j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai envie de faire ça. À chaque fois, quand on me pose à moi la question, je demande toujours aux copains à côté, toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire comme toi. C'est le suivi, mais... Je ne comprenais pas ces mécanismes. Et quand je suis arrivé en France, j'ai dit, mais ça doit être ça, alors, en fait. C'est comprendre, en fait, qu'il y a des logiques. Voilà. Et le fait, justement, de le faire comme ton père, ça explique aussi pourquoi, au départ, moi, j'avais du mal avec l'école. Parce que, quand tu dis tu fais comme ton père, on part du principe que l'école, elle est personnalisée. On dit à l'enfant, tu viens me suivre. Bien. Tu vas essayer, tu vas faire comme moi. Donc, tu fais comment? Prends la barbine, pas prends la barbine. Tu plantes le truc. En gros, si je dois prendre une petite définition, l'école, chez nous, c'est l'acquisition du savoir par la pratique du savoir-faire. Alors que dans la société occidentale, on n'enseigne que le savoir. C'est pour ça qu'on étudie avec les livres. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me suis toujours dit, mais pourquoi j'arrive pas à... Moi, j'ai toujours besoin qu'on... Et quand on se retrouve dans une classe de 25, où il y a un professeur, évidemment, de temps en temps, nous, on est dans la masse, bon, ben, je peux faire un petit peu de faire des bêtises parce que je ne suis pas fliqué par mon père. C'était un petit peu ça, ce que je ressentais comme restitution de ce que j'ai vécu là-bas. Il y a plein de choses à dire, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je vais plutôt garder pour les échanges tout à l'heure. Et évidemment, une fois que je me suis acquis toutes ces plus-values ou toutes ces nouvelles expériences, la première chose que je voulais faire, c'est comment je vais mettre à contribution à la communauté. Parce que j'avais hâte de tester justement ces choses-là. Est-ce que ça va marcher dans la communauté ou est-ce que ça marche que pour moi, en tant que personne? Donc voilà, c'est comme ça après que je me suis lancé dans l'association. Et la première des choses, évidemment, c'est l'association Kanak de Toulouse. Parce que je voulais savoir si, avec l'association, on pouvait aller beaucoup plus loin justement dans ce processus-là. Quand je dis d'hybridation, métissage, mettez ce que vous voulez, mais c'est ça l'idée. Parce que quand je parle de comprendre la culture de l'autre, ce n'est pas simplement comprendre la culture du français, c'est comprendre aussi la culture institutionnelle, politique, etc. Parce qu'on était là-bas en tant qu'étudiants, et on avait besoin justement de créer une porosité
avec tout ce qu'il y a. Parce que l'on doit constituer une plus-value pour pouvoir amener ici pour le pays. Après, comment on va apporter en contribution, on verra ça après. Mais déjà, le processus était de récupérer, absorber tout ce qu'on peut récupérer. L'AKT, ça a été justement mon premier laboratoire, si j'ose dire. Parce que, et d'ailleurs, il y a quelques membres de l'association de Kanak de Toulouse qui étaient là, qui sont là. D'ailleurs, le vice-président, il est là. On a mis en place l'association, on a dit il faut mettre en place des projets ambitieux qui sortent justement du cadre, on se contente du peu, etc. Parce que j'ai gueulé après les anciens présidents de l'AKT, parce que je leur ai dit comment ça se fait que les activités de l'AKT étaient trop tournées vers tout ce qui est manifestations culturelles, sportives, etc. et pas assez pour les étudiants. Parce que nous, on est là, il y a le référendum qui arrive. Normalement, l'étudiant représente un poids stratégique pour l'avenir du pays. Autrement dit, normalement, toutes les associations devraient se mobiliser pour faire émanciper l'étudiant. Il vient déjà pour les études, c'est déjà galère, mais il serait bien justement qu'il y ait au moins un soutien. Et l'association, c'est le meilleur créneau justement pour soutenir l'étudiant. Ouais, bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai dit, bon, si nous, on prend le bureau, nous, on va tout changer. Et quand on a pris le bureau, effectivement, nous, on a remis l'étudiant au centre de l'association. Et on a essayé de dire, on va trouver des projets pour aider justement à l'émancipation de l'étudiant. Alors le truc, c'est comment on fait? Il faut trouver d'abord des axes, imaginer des axes autour desquels les projets puissent s'articuler. 3 axes finalement. Le premier, c'est sortie culturelle. En gros, ça se traduit par la visite des institutions. C'est pour ça qu'on a été visiter l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'on a été visiter le Parlement européen à Bruxelles, c'est pour ça qu'on a rencontré tel ou etc. etc. Et parce que l'idée, le principe, la philosophie de ce projet, c'était de comprendre un petit peu les mécanismes des grandes civilisations qui influencent le monde aujourd'hui et qui jouent sur l'économie internationale. Nous, on avait besoin justement de comprendre ces choses-là, parce que si on arrive ici, c'est toujours facile pour nous pour comprendre le monde, parce que nous, on aura déjà récupéré ces connaissances-là. De moins comprendre les mécanismes justement de ces grandes institutions. La deuxième chose, c'était l'ouverture vers d'autres associations. Là, pour le coup, ce n'est pas des associations calédoniennes, c'est d'autres associations. Pour ça, on a travaillé avec des associations africaines, caribéennes, on avait travaillé aussi avec des Chiliens, on avait travaillé aussi avec des Espagnols, sans compter les associations françaises, évidemment. Parce que l'idée, c'était de déguiser la faculté d'adaptation à une autre culture et à une autre mentalité. À défaut, justement, de pratiquer le destin commun ici, on va essayer de le faire déjà là-bas. Donc, c'est des laboratoires, des sujets. Et donc, on a mis en place ça, pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire là-dessus. Et puis la troisième chose, c'était l'organisation des journées de réflexion-débat. Là, c'est aiguiser l'esprit critique et analytique. On avait besoin justement de... Et la première chose dont on s'est rendu compte, c'était de maîtriser la langue française. Avant de passer à l'exercice débat, il faut d'abord, pas forcément maîtriser la langue française, c'est trop fort le mot, mais au moins bien s'exprimer. C'est ça l'idée. Et beaucoup, quand on a mis en place ça, il y avait certains frères, les frangins de l'AKT, qui m'ont dit « Mais pourquoi tu veux mettre en place cette activité-là? Pourquoi tu veux absolument maîtriser le français ?» J'ai dit « Mais il y a des gens, des étudiants qui réussissent le master, etc., mais sans forcément maîtriser le français. » Moi, je lui ai dit « Il n'y a pas de souci. En fait, quand on a mis cette activité, on n'impose à personne. C'était juste uniquement pour ceux qui veulent. » Mais je vais te répondre par une autre question. Qui mieux qu'un Kanak pour expliquer aux Français la culture kanak? J'ai dit, est-ce que toi, tu accepterais que ce soit quelqu'un d'autre, au prétexte qu'il a lu 2 ou 3 livres, il a vu 3 ou 4 reportages sur les Kanaks, discuté avec 3 Kanaks là-bas en France, il aurait cette légitimité à expliquer la culture kanak? Toi, tu vas être en colère s'il le fait. Ben, tu n'as qu'à te débrouiller pour maîtriser le français et puis expliquer la culture kanak, la subtilité, la complexité de toute la culture kanak, les langues, etc. Et puis, je lui ai répondu ça, mais pas méchamment. Là, je l'ai dit avec beaucoup d'émotion. Mais quand je lui ai dit, je ne l'ai pas dit comme ça. Hein, mais c'était juste pour le faire comprendre. Oui, ça ne l'a pas convaincu, hein, mais c'était ma réponse. Et le truc, c'est que... Pourquoi maîtriser le français aussi? Parce que ça m'éviterait aussi de me taire pendant les conférences ou les colloques, surtout quand j'ai des idées qui, si ça se trouve, sont beaucoup plus pertinentes que celles des personnes qui prennent facilement le micro. Parce que là, et en plus, ces gens-là, quand ils prennent le micro, c'est ennuyant, quoi. Il
Ils vont parler des trucs, on ne comprend rien dans ce qu'ils disent, à la fin, on ne sait même pas la question. Donc moi, j'ai dit, il faudrait maîtriser au moins la langue française, parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'aller rencontrer l'autre et de pouvoir poser des questions pertinentes. Si tu as envie de savoir quelque chose sur sa culture, c'est ça qu'il faut travailler. Et donc l'idée, c'était justement de mettre en place tous ces différents projets. Comment dire, on a essayé d'évoluer comme on peut. Et d'ailleurs, un événement qu'on avait mis en place plusieurs années, c'était le Autrement Outre-mer, que tout le monde connaît. Au départ, on faisait appeler systématiquement aux scientifiques, des sociologues, des ethnologues, etc. Parce qu'il fallait des gens pour pouvoir animer des ateliers, etc. La première année. La deuxième année, on a dit on va plus faire appel aux scientifiques. Nos étudiants sont capables de relever ce challenge intellectuel. C'est pour ça qu'on avait fait 3 conférences. La première conférence, c'était sur l'énergie, l'indépendance énergétique. Et ça, c'est Thomas qui l'a fait, qui est là dans la salle. La deuxième, c'était sur les sociétés d'économistes en Nouvelle-Calédonie. C'est Giovanni qui a fait, qui est aussi dans la salle. Puis le troisième, c'était l'accord de Nouméa, etc. C'est Luther Boudjou. L'idée, c'était juste pour dire que nous aussi, on a des capacités. Le fait, justement, de prendre la parole en public, de le faire en France, en plus, dans un milieu quand même qui est très compliqué, où maîtriser la langue française, c'est vraiment la première des vertus. Mais il a dit, nous, on est capable, et on l'a fait. C'était juste pour dire qu'on avait aussi des ambitions. Voilà. Et tout ça, on a mis en place parce que l'idée, c'était de créer une fédération nationale. En gros, on s'est servi de l'AKT comme laboratoire pour mettre en place la fédération. Tous les projets que nous avons mis en place, c'était pour se constituer une capitale crédibilité pour pouvoir présenter ensuite le projet à toutes les associations en France. Voilà ce qui s'est passé. Et comme nous avons fait justement tous ces projets-là, ce que nous avons fait déjà, c'est qu'à chaque année, parce qu'on a pris 2 ans le bureau, la première année, c'est qu'on a mis une rigueur administrative. Je crois qu'on est la seule association à avoir fait ça. C'est que tous les courriers sont référencés. C'est des trucs basiques, hein, mais il faut savoir que de l'association, ce n'est pas toujours évident. Nous, on a référencé tout, avec en tête et tout. Hein. Les PV référencés, l'ordre du jour référencé, pratiquement tout référencé, et à la fin, systématiquement, chaque année, rapport d'activité. Parce qu'il fallait, il fallait nous préparer à occuper des responsabilités plus tard. Nous on dit, on ne va pas attendre que ce soit les autres qui nous donnent justement les clés de la réussite, c'est à nous de prendre les clés de la réussite et de les exercer. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire justement dans la catégorie rigueur administrative. C'était très important. Pourtant, on n'était qu'étudiants, on n'avait pas besoin de se torturer l'esprit en plus des études, parce que c'est déjà très lourd les études, mais on l'a fait. Il y a les témoins qui sont là. Une fois qu'on a mis en place tout ça, c'était la base. C'est pour donner justement une crédibilité assez saine pour pouvoir présenter le projet de fédération. C'est comme ça qu'on a mis en place la fédération ensuite. Fédération, le FAECM, c'est Fédération des associations des étudiants Kagou en métropole. On a mis Kagou, et d'ailleurs il y a un des instigateurs justement du mot Kagou, il a dit qu'il ne faut pas mettre calédonien, parce que le calédonien peut cliver les gens. Les gens ils ont dit, ouais, moi je ne me reconnais pas dans calédonien, moi je suis plus kanak, ils ont dit, ouais, moi je suis plus javanais, etc. On va mettre Kagou, comme ça rassemble. Et voilà, on a mis en place la fédération. On a dit maintenant, tous les projets que nous avons mis à l'échelle régionale, nous allons les porter maintenant à l'échelle nationale. Et là, ça a monté des difficultés, y compris les challenges et les défis ont augmenté justement d'un rang, de 2 rangs, de 3 rangs. Parce qu'il a fallu discuter, parce qu'on a été sollicité après par les cabinets ministériels. À un moment donné, un jour, moi j'étais à Toulouse, je reçois un coup de fil. Bonjour, monsieur Hachetine, oui, bonjour. Frédéric Potier, conseiller spécial du Premier ministre, je veux vous rencontrer. La semaine prochaine, ça vous va, mercredi, ok. On est parti. Moi, honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'avec tout le parcours qu'on a eu, jamais j'aurais accédé là-haut au cabinet du Premier ministre. Et quand je suis arrivé là-bas, tout ce qu'il m'a dit, c'est que nous, on a suivi ce que vous avez fait depuis des années et on aimerait savoir comment vous avez monté tout ça. Et quelles sont vos réflexions sur l'avenir de votre pays, etc. J'étais impressionné. Je suis parti, j'ai fait une première rencontre. Et dans la foulée, dans la même année, coup de fil aussi, pareil, pour rencontrer le directeur de cabinet du président de la République, à l'Élysée. Et on est parti là-bas, je suis parti avec Jonathan Tolo, que je tenais à rendre hommage. C'est grâce à lui, en fait, qu'on est parti là-bas.
Et on a défendu le cas des étudiants calédoniens qui sortaient de Sciences Po. Et on leur avait demandé s'ils pouvaient les exonérer du concours d'entrée à l'ENA. On a présenté ça. Le directeur de cabinet du président nous fait comprendre que le dossier ENA, c'est Matignon qui suit, qu'il fallait qu'on rencontre Matignon. On est reparti à Matignon, on a représenté. Ils ont dit, il n'y a pas de souci, il faut juste attendre la dernière décision. Et au moment où ils disent ça, 2 semaines après, c'était le changement de gouvernement. À l'époque, c'était Valls qui était le Premier ministre. Et ça a changé, je crois, c'était Cazeneuve après. Mais c'était juste pour dire que le parcours que nous avons fait, ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas si c'est glorieux, je ne sais pas si on pourrait citer. D'ailleurs, je n'ai pas envie qu'on cite en exemple. Mais c'est juste pour dire que ce que j'avais suivi comme trajectoire, c'est un petit peu particulier. Et qu'au final, la plus-value que je me suis constituée, j'ai dit comment je peux apporter maintenant pour le pays. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, le destin commun, il est quand même très éprouvé avec le référendum. On voit bien que le référendum a vraiment clivé la société calédonienne. Chacun, justement, dans son ancrage traditionnel. Il y a les autres qui veulent rester dans la France, et puis il y a d'autres qui veulent sortir. Je ne sais pas. Aujourd'hui, le destin commun, je pense quand même qu'on n'y va pas assez vers l'autre. Peut-être qu'on ne rentre pas dans le bocal de l'autre. Vous savez, le petit poisson rouge, on ne rentre pas peut-être assez dans le bocal de chacun pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'il vit aussi. Parce qu'on interprète toujours, on se fait une interprétation de lui, et après on fonde toutes nos réflexions de lui sur la base de cette interprétation. Je pense que c'est quand même une erreur. Et pourquoi on ne va pas directement chez lui et casser justement ces miroirs-là qu'on essaie de mettre en place. Du coup, voilà, vous voyez, presque c'est déjà fini. La question maintenant que je me pose, c'est... Enfin, la conclusion que je vais faire rapidement, c'est... Comme je disais, que comme le destin commun il est quand même très éprouvé, on essaie tous en train de courir après une définition. On sait pertinemment qu'il y a autant de définitions que de Calédoniens sur le destin commun. La question, c'est comment on va essayer de créer le ciment de la société. Moi, honnêtement, je n'ai pas la prétention de connaître le ciment, ou comment il faut fabriquer le destin commun. Mais je regarde comment le monde évolue. Parce que malheureusement, nous aussi en Calédonie, on est influencé par le monde. Il suffit de regarder Internet, il suffit de regarder l'influence des nouvelles technologies chez nous. On a l'impression qu'on vit au rythme de l'extérieur. Et tout ce qu'on fait, c'est conditionné par l'extérieur. Et je regarde comment le monde fonctionne, et surtout les jeunes dans le monde. Aujourd'hui, on ne cherche plus forcément une société d'abondance. On est plutôt dans la société d'épanouissement. On ne cherche pas forcément une propriété, mais plutôt l'usage. Je prends l'exemple des voitures. Il y a des jeunes, par exemple, qui me disent en France, ils disent non, on ne veut plus acheter une voiture parce que, ok, on va acheter une voiture, ça va générer des frais, etc. Au-delà de ça, la voiture, elle va rester clouée sur le parking 95% de son temps par jour. Je vais utiliser que 5%. Ce qui m'intéresse, moi, c'est avoir la voiture où je veux, quand je veux. Et ça, c'est Uber. Pareil aussi pour l'immobilier. Beaucoup disent, avec les bas salaires aujourd'hui, la concurrence est trop rude. Avec l'ouverture des frontières en Europe, vu qu'on appelle un peu plus les Roumains, tout ça, qui viennent travailler en France, ça fait baisser les salaires, justement, et les gens, ils n'ont pas assez de salaire pour pouvoir s'acheter des maisons. Donc, ce qu'ils cherchent maintenant, c'est le marché de colocation qui a explosé. Et on voit aussi, dans les, comment on dit, qui concurrencent directement les hôtels, sur Airbnb, etc., quoi. Et le monde est en train de nous envoyer, justement, des signaux. Enfin, il y a plein de choses à dire aussi là-dessus. Il y a beaucoup qui dit qu'on va rentrer, justement, dans un processus de précarité. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus soutenir que la croissance sera éternelle dans une planète illimitée. Je crois que les gens ils ont changé complètement de paradigme. La société est en train d'envoyer des signaux justement à nos responsables là-haut, mais ils n'ont pas compris, parce qu'ils sont toujours dans cette logique de il faut toujours gagner plus, gagner plus, gagner plus. Et la société, justement, on voit. La question que je me pose, moi, comment nous, la Calédonie, on peut prendre justement ces messages-là et l'appliquer ici chez nous? Est-ce que nous, on va continuer à redire? Enfin, on va continuer justement à pousser la réflexion beaucoup plus loin, de pousser la société à aller beaucoup plus loin et piller encore plus la planète ou pas? La question que je me pose est la suivante. Doit-on continuer à subir l'influence de l'extérieur qui va modifier inévitablement notre quotidien?
en bien pour certains, en mal pour d'autres, et qui va sans doute nous éloigner les uns des autres. Ou bien, doit-on prendre en main le destin de notre pays en changeant notre perception de l'autre, en acceptant qu'il peut avoir un standard différent du nôtre, et que surtout, si l'on considère l'autre comme un potentiel pour une émancipation mutuelle et collective, l'extérieur sera sans doute vu comme une source d'opportunité pour tous, et l'intérieur comme une source de richesse. Cette question-là, moi, je la pose, parce que je ne connais pas la réponse. C'est pour ça que je vous la pose, en fait. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous avais dit c'est court. Bien, merci Wadewi. Alors la question est très très longue. Je ne sais pas si quelqu'un va y répondre d'emblée ou de poser une question à son tour. Les micros sont ouverts de part et d'autre de la salle. N'hésitez pas à nous faire un petit signe. Donc sur la question qui était posée dans deux sens et qui allait changer la réponse du prêtre, ma question, ce serait un peu là-dessus. C'est est-ce que pour le vivre ensemble, pour le destin commun calédonien, pour aller justement dans le bocal de l'autre, est-ce qu'on ne doit pas d'abord essayer d'expérimenter ce vivre ensemble, ou au contraire, est-ce qu'on doit d'abord essayer d'aller dans le bocal de l'autre pour mettre en place ce vivre ensemble ? Donc moi, quelque chose que je constate, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des communautés, et à part sur certains cas bien particuliers, ces communautés vivent les unes à côté des autres plutôt que les unes avec les autres. Et donc ma question, c'était plutôt que se demander, ok, comment on va dans le bocal de l'autre, est-ce qu'on ne devrait pas commencer vraiment à forcer, entre guillemets, les gens à aller dans le bocal de l'autre, à développer, par exemple, au niveau des écoles primaires. Je sais qu'il y a des partenariats des écoles primaires locales avec des fois d'autres pays, des pays extérieurs, mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à avoir des partenariats entre les écoles primaires, des jumelages entre les écoles primaires de Nouméa et les écoles des îles, et vraiment des temps d'échange avec nos écoliers qui vont aller vivre vraiment l'expérience dans les îles, et les écoliers des îles qui puissent aller passer du temps sur Nouméa et vivre un peu la vie nouméenne. Donc vraiment fonctionner dans l'autre sens. Passer par le vivre ensemble, mais qu'on le vive vraiment pour pouvoir aller dans le bocal de l'autre. Merci. Merci Thomas pour ta question. C'est vrai qu'elle est difficile parce que là, pour le coup, ta solution, il est plutôt institutionnelle. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'il faut appliquer à la masse, à la population. Là, ce que j'ai fait, c'était une initiative personnelle. J'ai choisi de rentrer dans le bocal de l'autre et je l'ai laissé accepter rentrer. Voilà, c'est ça le truc. Et qui fait que j'ai compris ça. La question est, est-ce que je peux l'étendre à l'échelle collective ? Je ne sais pas. Et sa question, ça rejoint ça. Mais je ne peux pas répondre précisément à ta question, parce que je n'ai pas la réponse, mais c'est peut-être que si tout le monde, chaque individu, et je m'arrête là, si chaque individu s'inscrivait dans cette démarche, peut-être que ça pourrait marcher sur le plan collectif. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En fait, de toute façon, après, on peut se retrouver dehors pour... Alors, ouais. Bonjour Wadewi, merci pour cette belle conférence. Où, finalement, avant d'être dans ces grandes questions, ce que je retiens un peu de ton intervention, c'est le travail sur toi-même que tu as fait. Et donc au-delà de toi, c'est finalement le travail que nous tous on doit faire sur nous-mêmes. Et ça m'a assez touché ton processus avec le choc culturel, finalement l'hybridation, et après la troisième partie, parce que quelque part, moi, je l'ai vécu à l'envers, en arrivant ici. En tant qu'Européen, on vit la même chose. C'est pareil, les blagues, l'humour, des choses. On prend un vrai choc culturel. Mais après, la question, elle est là. Est-ce que nous, à un moment, on se dit, est-ce que je vais vers l'autre, au fond de moi-même ? Et je pense que c'est ça qui est important avant d'aller dans tout ce qui est institutionnel, déjà d'autres choses. C'est comment soi-même, on se dit, finalement, je vais essayer de comprendre l'autre en perdant un bout peut-être de notre identité au départ, et finalement on devient de l'hybridation, comme tu as dit. C'est l'hybridation parce que on n'est pas dans de la
Moi, je suis assez de ton avis. On n'est pas dans la différence entre Européens et Océaniens. On est vraiment dans de l'altérité. Dans nos croyances, dans un tas de choses. L'altérité, c'est vraiment, du coup, ce choc, cette barrière, il faut la franchir individuellement déjà, dans sa tête. Donc voilà, je te remercie parce que on peut le voir dans les deux sens et c'était une belle. Tu amènes un beau débat en tout cas. Merci. Merci Olivier. Bonsoir. Moi, j'avais une question parce que vous êtes resté 17 ans en France. Vous vous êtes adapté du coup à la France. Comment s'est passé le retour? Est-ce que vous avez dû vous réadapter? Vous aviez déjà les références? Oui. Vous avez changé? Vas-y, termine ta question. Non, voilà, c'est tout. Ah, d'accord. Oui, en fait, j'ai passé 17 ans en France. Comme je disais, qu'en fait, j'étais obligé de créer une part française que j'allais consulter tout le temps. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas continuer à évoluer en France sans moi avoir des références. Donc, après, je me suis adapté là-bas. Je me suis senti bien là-bas. Hein. J'étais bien. Parce que sur le plan professionnel, j'avais pris justement des grades et tout. Et comment dire, et quitter là-bas, évidemment, c'est perdre tous ses avantages. Non pas seulement sur le plan professionnel, mais en même temps sur le plan intellectuel, tout ça, parce qu'on participait à des conférences, comment dire, on échangeait dans les cafés philo, etc. Évidemment, c'était très stimulant sur le plan intellectuel. La question, c'est est-ce que je vais accepter de perdre ces privilèges? Ben, j'ai mis 1 an pour me préparer psychologiquement. J'ai mis 1 an pour le sevrage, c'est ce que je disais à toute la famille. Toute l'année 2017, comme je savais que j'allais rentrer en 2018, ben j'ai mis 2017 pour me préparer. Donc petit à petit, j'ai commencé à me déraciner quoi, avec la France. Et commencer à penser au pays, et puis poser des questions, comment ça se passe ici, sur le plan politique, comment ça évolue, les mentalités des gens, des jeunes, etc. quoi. Mais je savais qu'en France, et je vais finir par là, comme ça laisse beaucoup de temps pour les échanges, ce que j'avais appris en France, c'est faculté d'adaptation. Il fallait aiguiser ça. Et sur le plan professionnel, ça m'a beaucoup apporté aussi. Pourquoi? Parce que les 12 ans que j'ai passé en métropole à travailler, 80% de mon temps, j'étais en intérim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe de bureau d'études, de bureau d'études, de bureau d'études. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé de m'adapter à chaque management, tout le temps. Donc, quelque part, sur le plan professionnel, j'ai dû voilà quoi, aiguiser justement cette faculté d'adaptation. Et donc, je l'ai appliquée après sur le plan personnel, sur le plan culturel. Voilà. Et donc, il a fallu que en arrivant ici, est-ce que j'allais absorber le choc? C'est pas grave. Au moins, j'avais déjà ce mécanisme-là d'expérimenter. Après, comment ça va se passer ici? Je pars du principe, j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Jean-François Zobrist. Ce mec-là, il a une philosophie. Lui, il dit toujours, ma stratégie, c'est pas de stratégie. Lui part du principe qu'on ne peut pas maîtriser un projet quand il est lancé. Je lance le projet, je sais où est-ce que je veux finir ce projet, où est-ce qu'il faut atterrir le projet, mais le cheminement, je ne sais pas comment ça va se passer. Il dit comme ça, chef de projet ou manager de projet, ce n'est pas vraiment le plus fabuleux. Le plus fabuleux dans la gestion d'un projet, c'est la gestion des aléas. Parce que quand tu gères les aléas, c'est ça le plus important, parce que tu vas gérer les aléas de manière à ce que le projet suit sereinement son cours jusqu'à la finalité. Tu prends des coups, mais ce n'est pas grave. Il faut que le projet aboutisse. Et il est là, le truc, c'est que moi, j'ai appris justement de cette philosophie. Je dis, mais en fait, il faut laisser les choses, parce que l'homme, c'est une formidable machine à s'adapter. Donc, je savais que quand j'allais arriver ici, quelle que soit la situation, ce n'est pas grave. Je vais m'adapter. Et j'ai accepté ça, déjà, psychologiquement, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à ta question. Là encore, pareil, on peut se retrouver derrière. On peut se retrouver dedans aussi. Hein. Voilà. Prochaine question. Merci Wadewi pour ta présentation ce soir. C'est moi. Donc du coup, je voulais déjà te féliciter parce que tu es vraiment la preuve que la maîtrise du français, c'est une force. Et tu l'as vraiment prouvé ce soir. Pour répondre à ta question, je répondrai par la positive, parce que finalement, c'est un peu une question fermée. Oui, on doit faire tout ce que tu dis. Après, quand tu parles d'hybridité,
Je suis blanche calédonienne, première génération. Et tu as pu être en immersion en France quand tu y étais. Moi, en étant première génération calédonienne, j'ai jamais pu être en immersion en Océanie en étant de la province sud. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette perception de l'autre, elle n'est changée que si on peut vraiment côtoyer l'autre. Et c'est très compliqué, on le sait, surtout quand on est du sud, enfin de la province sud. Donc oui, mais ça prend énormément d'efforts et de curiosité. Et même sans parler du volet institutionnel des choses, je pense que ça commence par nous. Tout commence par nous. Et il y a beaucoup de murs qui ont été construits entre nous tous et entre nos communautés parce que, du coup, qui font qu'aujourd'hui on a énormément de travail à faire. Mais c'est vraiment la preuve ce soir que ce travail il peut être fait et que ça commence par nous, quoi. Donc là encore, bravo. Merci Scarlett. C'est vrai que comment dire, là encore c'est pareil, c'est que quand je disais tout à l'heure pour la deuxième partie, l'hybridation subie, à la fin c'est une hybridation finalement assumée. Parce que le truc c'est que tu t'es retrouvé dans un milieu dans lequel tu n'as pas voulu. En fait, on t'a mis dedans, on t'a obligé au départ. Donc du coup tu n'avais pas le choix. Et justement le fait de ne pas avoir le choix, tu es obligé de t'adapter. Parce qu'il faut quand même que tu vives dedans. Donc, le premier évidemment, c'est survie, parce qu'il faut que la survie, c'est justement essayer de comprendre d'abord l'environnement dans lequel tu vis, parce qu'il va falloir que tu cherches justement tes zones de refuge. Et après, une fois que tu connais un petit peu plus ton environnement, là, tu peux vivre après. Mais parce que là, on ne m'a pas demandé le choix, quoi. On m'a imposé là-dedans. C'est pour ça que je me suis retrouvé justement dans ce processus-là. Parce que j'étais dans l'ombre, je n'étais pas au premier plan. Alors que peut-être ici, c'est peut-être un peu plus difficile. Parce que tu es en même temps au premier plan, mais en même temps, on te demande d'être dans l'ombre pour t'adapter. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je réponds précisément aussi à ce que tu... Ou je rebondis à ce que toi te dis, mais enfin, voilà quoi. Moi, je voulais répondre à la première question d'abord. Doit-on continuer à subir l'influence de l'extérieur? Je trouve ça extrêmement difficile de ne pas subir l'influence de l'extérieur actuellement. C'est un petit peu comme si on voulait se refermer. Ça me semble assez difficile. La deuxième chose, c'est que je note que vous possédez parfaitement le français. Et ça, c'est pour moi qui suis un petit peu linguiste. Je pense que quand on possède une langue, on peut s'adapter à la langue. Et ce qui manque ici, c'est vraiment la connaissance d'autres langues, de langue kanak, pour qu'on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne dans la culture. Je pense que quand on parle des langues ici, c'est incroyable que la directive de 88, la loi d'Exxon, ne soit toujours pas appliquée systématiquement ici. Ça, c'est un grand étonnement pour moi depuis que je suis ici. Je suis arrivée en 89 et j'ai toujours été super étonnée. En plus, il n'y a aucun problème à être bilingue dans un pays. On est plus compétitif quand on est bilingue. Ce sont des études qui ont été faites dans les années 50, bien avant ma naissance. Et donc, il n'y a pas de problème pour être bilingue. On est plus compétitif, pas plus intelligent, plus compétitif parce qu'on peut penser dans deux langues, donc trouver 2 fois plus de solutions que les gens qui pensent que dans une seule langue. Donc vraiment être bilingue, ça serait chouette. Bilingue avec une langue d'ici, bien sûr. Ça poserait pas plus de problèmes qu'en Espagne où ils sont tous bilingues. L'espagnol comme langue de communication, leur langue basque, etc., catalan, etc., pour garder sa culture, parce que c'est important de garder sa culture et de la garder dans sa langue, puisqu'une langue, c'est une compréhension du monde qui permet de répondre à certaines questions. La dernière chose, c'est qu'ici, il y a 25 ans, il y a mon fils qui a reçu un jeune garçon qui venait du Nord pendant une semaine, et après il est parti une semaine chez lui. Il y avait des écoles qui organisaient des échanges entre le Nord et le Sud du pays. Et mon gamin était revenu ravi, et puis je crois que ce petit bonhomme aussi était content de notre semaine à la maison, quoi. Voilà, c'était pour une expérience, et je pense que la langue, c'est quand même une des solutions pour avoir une perception de l'autre différente. Merci. Merci, Washington. Moi aussi, j'ai été étudiant pendant assez longtemps à Paris et j'ai constaté avec beaucoup de satisfaction
ton travail auprès des étudiants kanak à Toulouse. Et ce qui m'a fait chaud au cœur, d'une part, c'est de voir que aujourd'hui les Kanaks s'expriment pour faire valoir leur personnalité identitaire, culturelle. Et c'est ce que tu as essayé de reproduire lorsque tu es arrivé en France, lorsque tu nous as expliqué au début de ton intervention. J'ai beaucoup admiré ce travail que tu as fait avec d'autres frères et sœurs, certainement. Un travail que nous avions commencé à l'époque avec Niederich, mais qui était sur un autre plan. C'était un plan plutôt de reconnaissance de cette culture, de votre culture, où il y avait pratiquement une exclusion totale. Mais ce que j'ai remarqué aussi dans ton intervention, lorsque tu arrives à Toulouse, c'est que tu transportes en fait l'exclusion dont tu es l'objet déjà ici en Calédonie, à Nouméa, et que tu retrouves en France, lorsque tu parles du racisme, de l'incompréhension culturelle, des mots de ton enfance, de tes parents, et que tu essaies de comprendre l'autre, plutôt que l'autre doit te comprendre. Et ça, c'est une question vraiment très riche que tu as pu mettre en place pendant toutes ces années que tu es resté en France, que nous n'avions pas abordé à l'époque, même s'il y a une association des Kanaks. Et on est arrivé aussi à cette solution de créer une fédération, à Bordeaux notamment, pour essayer de mettre en place ces réflexions sur le pays. On a essayé de le faire. C'était très complexe, puisque la société ne s'y prêtait pas, la société calédonienne ne s'y prêtait pas, mais aussi l'État français ne s'y prêtait pas. Et moi-même, ayant eu des responsabilités étudiantes à Paris pendant de longues années, j'ai été appelé plusieurs fois par des responsables du ministère d'Outre-mer, justement parce qu'on essayait de mettre des choses en place, à savoir la cogestion, s'intéresser aux affaires du pays. Et nous recevions constamment nos élus du territoire, de l'Assemblée territoriale, qu'ils soient Kanaks ou non. On les recevait. Et là, je constate, avec ton travail que tu as fait avec tous les autres, qui est d'une richesse exceptionnelle, parce que s'intéresser à Sciences Po et éventuellement à l'ENA, je pense, je peux te dire chapeau, parce que nous ne le faisions pas à l'époque. On était sur notre système, sur notre réflexion, à savoir connaître cette société coloniale qui était ici et connaître la société kanak, que nous avions énormément de mal à comprendre, parce que lorsque nous arrivions à Paris, la société kanak pour nous, c'était néant. On ne parlait pas les langues. C'était interdit, jusqu'en 1975 à peu près. Donc tout cela, c'est un travail important que tu as fait. Et moi, justement, je me suis toujours posé la question au lendemain des accords Matignon, parce que j'étais à Paris à ce moment-là avec Jean-Marie et puis tous les signataires de l'époque, c'est que dans le mouvement étudiant, notamment kanak, il y a eu une coupure vraiment très grande après. D'où est venue cette coupure? Comment elle est venue? Est-ce que ici, l'État français a exigé, entre guillemets, qu'il y ait une rupture de réflexion parmi les jeunes étudiants kanaks et calédoniens qui étaient en France à ce moment-là, parce que pratiquement de 88 jusqu'à à peu près l'an 2000, il ne s'est pratiquement rien passé. Donc pendant 20, 30 ans, 40 ans, il n'y a rien eu de la part des étudiants. Et j'espère que ce que tu as fait, justement, qui est une suite à tout cela. Parce qu'il ne faut pas oublier, on ne veut pas trop l'évoquer, on parle de destin commun, moi je n'y crois pas. Je n'y crois sincèrement pas, et tu as eu raison de soulever, le référendum est révélateur de ce qui existe en Calédonie, mais on ferme les yeux, on fait la politique de l'autruche ici. On ne veut pas voir les réalités. Il y a une situation coloniale, le kanak, il est toujours dans une situation coloniale, qu'on le veuille ou non. L'avenir du pays en dépend. Et on ne peut pas faire un destin commun sans qu'il y ait cette reconnaissance totale et intégrale du peuple kanak dans toute sa dimension identitaire et culturelle.
Voilà. Merci, Rachid. Merci. Donc, moi, je retiens une chose de ce témoignage, c'est que l'hybridité débride. Et ma réflexion va dans le sens où j'aimerais bien qu'il y ait suffisamment de gens débridés, jeunes, peut-être vieux, ça serait bien aussi, pour imaginer un avenir où on peut vivre avec 280 000 habitants, pas forcément comme 60 millions, et donc avoir un potentiel d'imagination que les normes qu'on a mis en place ou qu'on subit, quelle que soit la société dans laquelle on vit, puissent se transformer en quelque chose d'un destin commun. Du coup, je ne sais même pas comment il faut répondre à cette intervention. Mais oui, en tout cas, ce que je retiens, c'est que ce que j'ai vécu, je n'ai pas la prétention de l'imposer à quiconque. C'est juste pour comprendre ma démarche. Ce que je vends, moi, c'est juste la démarche. Parce que j'ai choisi de rencontrer l'autre, c'est tout. Et ça a été la clé qui m'a ouvert après toutes les portes. Et parce que l'autre, il m'a accepté aussi. Il a compris que j'étais justement dans cette démarche. Et la facilité pratiquement. Donc voilà, c'était... Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Il y a des moments où ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai déjà verrouillé la démarche. Et je reste fidèle à cette démarche. Voilà. Je ne sais pas si je réponds précisément où je rebondis, mais pareil. Hein. Bonsoir. D'abord, te féliciter pour la conférence que tu viens de faire. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on voit que beaucoup de personnes se posent des questions. Et puis maintenant, on rentre dans l'identification réelle. Comment les choses se passent par rapport à notre construction. Et du coup, il faut comprendre les choses comme durant notre socialisation, l'homme, du plus petit jusqu'à qui grandit, il y a des constructions qui se font. On se crée notre identité. Et lors de ces constructions, il faut comprendre qu'on a une construction, la construction occidentale, la construction de la culture kanak qui intervient. Des fois, il y a des duels et puis ils se battent entre eux. Et puis là, toi, tu viens de questionner cette construction-là. Et ce qui est encore intéressant, c'est que tu le dis que tu es parti voir dans le bocal de l'autre. Mais en fin de compte, tu t'es pas. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis parti voir l'autre ou est-ce que j'ai re-questionné la construction occidentale dans laquelle j'étais socialisé? Et c'est à partir de là que quand on se pose ces questions-là, on se dit, en fin de compte, non, on a une part de nous, et Nildo Isnatsili le disait, on a une part de nous qui est socialisée, occidentalisée. Et tu viens de le re-questionner. Et c'est intéressant parce que tout le monde ici qui intervient, il se pose cette question-là. Et après, on arrive à des discours qui sont politiques. On dit qu'on vit dans des communautés côte à côte. Mais quand on reprend l'espace dans lequel on agit, on rentre en interaction dans les codes et les normes qui nous est propre. On ne vit pas côte à côte. Tu viens de le démontrer. Quand je prends des exemples simples, c'est-à-dire qu'on a des codes culinaires, des codes de langage qui nous est propre. Ici, tout le monde sait faire du bougnat. Ici, tout le monde sait comment on dit quelques mots en ifo. Ici, on a tous des points qu'on va faire avec l'autre parce qu'on re-questionne la construction dans laquelle on a grandi. Et ça se fait depuis le choc. Par exemple, quand tu parles des chocs culturels, c'est encore plus intéressant parce que tu l'as conscientisé, ton choc culturel, au moment où tu arrives en France. Mais ici, déjà, en Nouvelle-Calédonie, on a des chocs culturels. Quand on rentre dans le système éducatif, tu prends l'exemple d'un petit Kanak, quand il rentre, il a un choc culturel parce qu'il voit d'autres enfants, il apprend un autre savoir, il a un autre langage. Et après, on revient de ce que la linguiste est en train de dire là-haut. Nous, on arrive aussi, et puis on apprend aussi une deuxième langue. Du coup, on a une deuxième construction. Et c'est intéressant parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on re-questionne la construction, en fin de compte, qu'on s'est mis en place. Et on ne va pas voir l'autre, c'est juste un repositionnement de nous-mêmes. Voilà. Merci, Yewa. Rien à rajouter.
On peut pas. Ah ouais. On va dire oui. Non, je suis devant là. Alors, bravo. Hein. De toute façon, on sait que tu parles bien, ça c'est clair. On t'a déjà vu plusieurs fois. En plus, tu as beaucoup d'humour et tout. C'est trop valable, quoi. Voilà. Ça, c'est... Non, mais c'est vrai, il faut dire que c'est valable ce qu'il fait. Premier truc. Deuxième chose, j'allais dire, ton expérience, j'allais dire, ça touche, quoi. Ça touche. Franchement, ça touche. Et puis en plus, tu étais à Toulouse. Moi aussi, je fus à Toulouse en 84. J'ai été aussi étudiante comme toi à Toulouse, mais en 84. Et j'avais 18 ans. Moi aussi, je viens d'ici, de 4 générations, blanc, jaune, noir, enfin tout, quoi, tu vois. Tout comme tout le monde. Et je dirais que ce qui a touché, c'est que tu es sorti de ta zone de confort. Comme nous, en 84, quand on y était, c'était les événements ici. On avait 18 ans, on se posait des questions, on se disait, putain, qu'est-ce qui se passe au pays? En plus, il n'y avait pas Internet, il n'y avait que écrire et puis le téléphone. On voyait des images à la télé. Moi, j'étais caldoche, on me disait, bah ouais, mais toi, t'es colonialiste, t'es esclavagiste. Puis là, j'ai dit, mais non, moi, j'ai jamais eu d'esclave. Puis après, on était la seule association à pas se bagarrer entre Kanak, caldoche, etc. On a commencé à parler. Après, on est rentré au pays et puis il y a eu les provinces. Provincialisation, création. Et là, je viens de Brousse, mais je suis plus retournée chez moi. Comme je suis de Pointe-Boute, je n'ai plus travaillé en province nord. Et là, en fait, j'ai découvert c'est quoi, en fait, la culture kanak. Et c'est ça, en fait, parce que grâce aux provinces, et puis je dirais que c'est par curiosité, parce que je ne savais pas, parce que je ne comprenais pas. Parce que quand j'étais plus petite, je voyais les gens qui parlaient en païchi et moi, je ne comprenais pas. J'avais l'impression qu'ils se moquaient de moi. Donc je me disais, mais qui ils sont, pourquoi, etc. Et grâce aux provinces, en fait, on a pu se connaître, on a pu apprendre. Je veux dire, moi, je parle pour la province Nord. Et c'est sortir de sa zone de confort. C'est de savoir, pourquoi la personne, elle pense comme ça, et pourquoi lui, il mange comme ça, et pourquoi ces regroupements comme ça, et aller vers l'autre. Et c'est tout à fait raison. Mais je pense qu'il faut que chacun de nous, ici et partout, on comprenne que c'est la curiosité qu'il faut sortir de sa zone de confort, et avant tout ça. Et je le dis encore plus, puisque... Là, tu vois, Nouméa, 99 000 habitants, il y a une étude qui est sortie, par exemple, sur le quartier de Rivière-Salée, et de se dire pourquoi on a des problèmes de violence à Rivière-Salée ou pas. Et là, qu'est-ce qui te sort, le sociologue? Tu as, allez, on va dire, 70% des gens qui vivent à Rivière-Salée, c'est d'origine mélanésienne et polynésienne. Et ceux qui vivent là-bas au quartier sud, ce qu'on appelle, 67% sont des gens qui ne sont pas nés ici. Et ceux qui ont peur d'aller à Rivière-Salée, ce sont des gens qui viennent des quartiers sud. Et à chaque fois, même dans la ville, on a une frontière. À chaque fois, on est chacun dans notre coin, chacun dans nos, presque à la limite ghetto, mais parce qu'on ne veut pas, c'est aussi pourquoi? Parce que c'est la peur de l'autre. Tant qu'on a peur des uns et des autres, jamais on avancera. Et c'est le premier travail, je crois, qu'on doit faire. Communiquer, se dire, pourquoi tu as peur de moi, il n'y a pas de raison, etc., etc. Enfin, je ne sais pas, voilà, c'est partage, quoi. OK. Oleti, Siorion, tout ça. Merci, Anne-Cé. Merci, Watewi. Par rapport à ta première question, doit-on continuer à subir l'influence de l'extérieur? Je voulais partager un peu avec vous, avec vous le public, parce que je ne me reconnais pas dans cette question. Pour moi, je me suis enrichie de ce que l'extérieur m'a apporté. J'ai été éduquée par ma grand-mère. Elle m'a fait grandir, elle m'a éduquée dans une pédagogie ancestrale. Et un peu plus tard, quand j'ai grandi, j'ai fait mes études dans d'autres pays, la France en particulier, et dans d'autres pays. Et avec ces différentes pédagogies prises de l'extérieur, je les ai accrochées dans ma case. J'ai empaillé ma case avec toutes ces pédagogies de l'extérieur. Donc je voulais vous partager avec vous que je n'ai pas subi l'influence de l'extérieur. Au contraire, je me suis enrichie. Pour la deuxième question, je n'ai pas la réponse, mais j'ai juste une petite anecdote à vous partager. Pour moi, je pense qu'avant de parler de la perception de l'autre,
J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'étais en France, je m'entendais très bien avec mon frère Kaldosh. Et en arrivant ici dans le pays, on s'est regardé en chien de faïence. Je pense que notre histoire coloniale, elle est ancrée à l'intérieur de nous, sans même qu'on le veuille. C'est malgré nous. Et je pense que nous n'avons pas fait suffisamment notre travail par rapport à notre histoire. Nous la subissons encore, je pense. Je pense qu'il faut que nous apprenions à l'assumer, que nous apprenions à la digérer pour qu'enfin nous puissions nous regarder face à face comme des vrais frères. Je voulais partager ça avec vous. Oleti. Merci Jaja. Bonsoir Jean-Philippe. Tiens, Jean-Philippe. Ouadéoui. J'ai eu la chance de te rencontrer au moins une fois. Et en bon ancrage dans ma culture, il a fallu que je sache ton prénom de baptême, on va dire, occidental. Mais c'est assez fantastique. Ça crée comme un parallèle qui ne fait pas de nous des gens qui sont seulement chacun de leur côté. Ça m'apporte, en tout cas c'est personnel, et c'est pas généralisable, puisque tout le monde n'est pas dans ce cas, ça m'apporte, quand je suis dans cette quête, de demander simplement les prénoms dans la langue, ça m'apporte une forme de traduction de l'être. J'ai dit, tiens, un peu comme on retourne les questions dans les deux sens, là. Tiens, Ouadéoui, c'est Jean-Philippe, et Philippe, c'est... Jean-Philippe, c'est Ouadéoui. Voilà. Ça, c'est assez simpliste. Mais en même temps, j'ai quand même dit que j'avais une quête. Donc, je sors de moi. Ça, c'est pour l'être. Au niveau de la personne, on est... Je ne sais pas ce qui se passe avec ce micro. Oui, on a un bug, il ne faut pas l'avoir quand on sort de soi, au risque de ne pas pouvoir rentrer de nouveau. Bon, Gilles sort de cette personne. Bon, l'humour va peut-être nous sauver, mais il ne fera pas tout. Là, ça part en vrille un peu. On va prendre l'autre micro, je ne sais pas pourquoi. Celui-ci pose souci. Voilà, le voilà. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous nos offenses. Moi, je ne vais pas faire de prière. Et je vais essayer de faire plus court. En plus, j'ai du mal à me concentrer en général. Bon, d'ailleurs, bravo, parce que je ne pourrais pas être à ta place, Rodéoui, quand il s'agit de prendre la parole comme ça. Voilà. Ta question, c'est une question pour un pays. L'extérieur, l'intérieur du pays, ça se voit, il y a l'articulation. C'est un parallèle, il y a une traduction possible. Voilà. C'est ton vécu qui rejaillit dans cette question. Il y a le choc qui vient de l'extérieur et la solution se trouve à l'intérieur. J'ai dû comprendre quelque chose quand même un peu à la conférence, j'espère. Le choc, on l'a eu de toutes formes, de toutes sortes. On va apprendre le choc que tout le monde a vécu, le référendum. Le référendum, du coup, ça nous a fait parler de destin commun un peu contrecarré, là. Mais dans ta question, il n'y a pas de destin commun, il y a destin. En fait, dans la question, il y a la réponse. Le destin, il est forcément hors du commun. Allez, je ne vais pas m'étendre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est une petite idée comme ça qui me venait. En tout cas, après le choc, il y a forcément de l'humour, de l'adaptation et tout, et on en est là. Demain, que se passe-t-il? Cet avenir, il est là. Le monde kanak, il est là. L'adaptation, elle doit se faire au monde kanak,
Parce que le pays, il est kanak. Voilà, c'est comme ça. Reste que par l'aspect institutionnel, on peut faire accélérer les choses d'un point de vue de l'accessibilité des langues et de la culture, qui ne sont pas figées, on l'a vu, hein. Il y a toujours possibilité d'hybridité. Voilà. L'hybridité qui n'est pas, comment dire, qui reste féconde. Après, les hybrides entre eux, peut-être qu'ils ne se reproduisent pas, mais en tout cas, l'hybridité, c'est la possibilité d'avoir reproduit quelque chose, pour le coup, en commun, quoi. Voilà, merci. Merci Gilles. Ouais. Puissance. Merci, mon frère. Je crois que ce soir, tu as rassemblé tout le monde. Hein. Oui, ce qu'on a en commun, ce sont nos différences. Là, tu l'as fait avec brio. Eh oui. On s'est tous reconnus, je sens. Oui. On a l'impression que tu as pu parler à des personnes qui viennent de l'extérieur, qui vivent ici, et qui ont fait aussi leur parcours. Tu as parlé à des étudiants qui sont partis à l'extérieur et qui ont vécu la chose, je crois qu'elle est là. On est tous des débridés, tu nous as rappelé à ça, à la façon dont on peut se débrider. Je dis ça pourquoi? Parce qu'à 2 niveaux, à 3, à 4 niveaux, je pense que tu n'as pas parlé d'un membre d'une communauté dans un contexte urbain, tu as parlé peut-être de la nature humaine dans un contexte, dans un nouveau contexte, qui est plongé dans un nouveau contexte. Mais je crois que l'on souffre, hein. La nature humaine, elle est comme ça, c'est qu'elle souffre peut-être de sa loyauté. La première des choses, depuis tout à l'heure, on utilise un vocabulaire qui dit on est obligé de se sacrifier quand on part, et on perd une partie de soi. Moi, quand on me dit et t'as changé, c'est que l'autre, il essaie de me rappeler à ses représentations. Et donc, à partir de là, je dis non, j'ai pas changé, j'ai évolué. Donc, j'ai pas abandonné une partie de moi, j'ai simplement évolué, quoi. Toute culture évolue, et toute évolution est culturelle. Et il y a autant de cultures qu'il y a d'hommes à l'intérieur de là. Voilà. Et deuxièmement, le jeune homme qui parlait du fait qu'il était important de créer des conditions pour le vivre ensemble, tu l'as démontré à quel point on est capable de vivre l'ensemble des mondes qui est en soi et capable qu'on est de nouveau. Je dis ça pourquoi? Parce que peut-être on est prisonnier, et encore une fois, hein, d'une certaine représentation selon laquelle le vivre ensemble, il va être fait, je donne un exemple, hein, par rapport à l'école. Au même titre que le savoir est enfermé dans des livres, là on croit que le vivre ensemble va être enfermé à l'intérieur de l'école, et donc on va créer des conditions pour que la mixité, pour que le vivre ensemble puisse opérer. Mais là on s'est rendu compte d'un truc, c'est que le vivre ensemble se vit de l'extérieur. Et toi, à travers ton voyage, parce qu'il s'agit d'un voyage là, hein, en allant à l'extérieur, le vivre ensemble il a été naissant. Tu as été à la rencontre de l'autre, et d'un seul coup, la mixité, le vivre ensemble, il a émergé à l'intérieur de toi. Voilà. Et je crois que nous tous, là, on est tous des voyageurs. Et d'ailleurs, ce soir, tu nous as fait tous venir ici, on est en voyage, et tu as réussi à révéler quelque chose de fort, c'est de reconnaître l'altérité en soi. Oui. Je dis ça pourquoi? Parce que si on me demande si j'aime la glace au chocolat ou la glace à la vanille, je me rends compte que je deviens prisonnier de la question et donc je vais me torturer la tête à essayer d'y répondre, alors que si j'apprends à m'écouter, comme tu as provoqué ce soir, eh ben, je dirais que j'aime les deux de façon différente. Donc tu as rappelé à tout le monde ici l'altérité qui est en soi. Donc on est tous débridés. Voilà, je me permettrai de dire ça. Donc tu as su attacher l'âme et le corps, tu as su attacher le sang et la terre. Bien joué. Puissance, Hollywood. Merci. Merci Larry. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à autant d'éloges, honnêtement, parce que je n'ai pas du tout le statut qui permet justement d'avoir cette légitimité. En général, c'est toujours des gens très reconnus, qui ont rendu des grands travaux, etc. Mais là, non, j'ai l'impression quand même que c'est coup de théâtre, enfin, travailler ces scènes, il doit y avoir une caméra cachée, ou je ne sais pas. Mais enfin, je voulais remercier. Il y a 2 choses que je voulais te dire. Pour rebondir, c'est que la première, c'est que quand je disais que j'ai vécu l'échec, et que l'échec m'a fait prendre conscience que j'avais d'autres potentiels qui étaient cachés, mais qu'il fallait que je vive pour comprendre ça, c'est-à-dire descendre en bas. Je ne savais pas que quand j'étais devant le problème, ça m'a montré que j'avais déjà les solutions avant les problèmes. Il fallait juste prendre conscience. La deuxième chose,
c'est que, comme tu disais, moi, à un moment donné, j'ai cru que le fait de vivre longtemps en France, et toi, tu dis bien tout à l'heure, il dit, mais toi, on va dire, oui, tu parles comme un Zoé, toi. Voilà, quoi. On m'appelle Bounty, vous connaissez le Bounty, hein? Noir à l'extérieur, blanc. Et voilà, mais au départ, j'étais quand même très frustré parce que je croyais que la part Kanakoma avait disparu et que la part française s'est substituée ou supplantée. En réalité, ce n'était pas un processus de substitution, un processus d'addition. Ce qui permet justement de voyager entre deux mondes. Bien, le pilote Larry Martin nous a parlé de voyage. Je ne sais pas s'il est temps de détacher nos ceintures. Et comme tu voulais en plus débattre, surtout dehors plutôt que dedans, je crois qu'on va libérer tous ces gens que je remercie vivement. J'imagine que certains ont trouvé la conférence atypique. Peut-être qu'elle l'était. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Et puis surtout, je vous invite, alors dans un tout autre ordre, à venir nous revoir pour le cycle de projection, parce qu'on organise aussi des projections. Donc le jeudi 11 avril, on projettera un film australien qui s'intitule Ellipsis. Donc j'espère que vous viendrez nombreux, comme d'habitude. Merci à tous et merci à toi, Wadewi.